Bonsoir, nous sommes le mardi 21 juin, vous regardez le 7-8 le journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où, comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres. C'est une mesure proposée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, la hausse du tarif du pass Navigo, une proposition justifiée par les 300 millions d'euros que la région devrait verser aux syndicats de transport afin de compenser le manque à gagner du dispositif tarifaire lancé par l'ancienne majorité. François Hollande a inauguré vendredi dernier le pavillon Dufour du château de Versailles. Après un vaste chantier de réaménagement, le nouvel espace d'accueil du public se veut plus esthétique et fonctionnel, nous vous le ferons découvrir. Et coup d'envoi des soldes, c'est demain. Les commerçants sont en plein préparatif pour ces 6 semaines de réduction, une période cruciale pour eux qui pourrait compenser la tendance des mauvaises ventes dues à la météo. Et aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est donc ce soir pour célébrer l'arrivée de l'été et, espérons-le, du soleil. Plusieurs rendez-vous sont proposés sur le territoire. À Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux ou les Clés-sous-Bois, de nombreux concerts auront lieu dès 19h dans les villes de Saint-Quentin en Yvelines. Le domaine national de Port-Royal-des-Champs se met lui aussi à la musique. De 20h à 22h30, 2 concerts sont organisés sur le site de l'abbaye. Au programme, une virée à Broadway, avec un quatuor vocal a cappella, suivi d'un concert de jazz du Bernard Vidal Trio. Un feu de la Saint-Jean sera allumé pour clore cette soirée. L'entrée est libre et c'est l'association pour le rayonnement de Port-Royal-des-Champs qui organise cette soirée en partenariat avec le musée. On écoute maintenant un mot à propos des artistes recueillis au micro de Camille Lambert. On a choisi ces artistes-là parce que le quatuor vocal a répété ici plusieurs fois. Donc c'est une façon de soutenir des jeunes qui démarrent. On a eu la chance de pouvoir venir en résidence une semaine début avril pour créer entièrement ce spectacle, le répéter vocalement sur la scène, etc. Sur la scène sur laquelle on va jouer ce soir. On est parti du répertoire de Broadway et du Off-Broadway, puis on a créé un certain nombre d'arrangements autour d'une petite histoire. Et on fait voyager au gré des grands airs ou des plus petits airs un petit peu cachés de Broadway. Et nous vous en parlions dans l'édition du journal d'hier. Le pass Navigo mensuel risque d'augmenter. C'est une mesure proposée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Actuellement à 70 €, une taxe de 10 à 15 € serait appliquée si le gouvernement ne débloque pas les fonds nécessaires au financement du tarif unique. Selon Valérie Pécresse, qui organisait hier une table ronde pour présenter son plan de financement, c'est environ 300 millions d'euros que la région devrait verser au STIF pour compenser le manque à gagner du nouveau dispositif tarifaire. Les précisions avec William L. Appliquer une taxe valse, c'est la mesure proposée par Valérie Pécresse pour financer le pass Navigo au tarif unique mis en place par son prédécesseur. Selon la présidente de la région Île-de-France, le coût du forfait mensuel s'élèverait à 450 millions d'euros chaque année pour le STIF. 150 millions d'euros seraient remboursés par l'augmentation d'une taxe payée par les employeurs. Le reste n'aurait pour le moment pas de plan de financement. Moi, je n'ai pas du tout envie d'augmenter le pass Navigo, mais si l'État ne tient pas ses engagements, si Manuel Valls ne tient pas ses promesses, nous serons obligés de mettre en place une taxe Valls de 10 à 15 € pour financer le pass Navigo, pour continuer d'acheter du matériel roulant neuf, pour mettre plus de sécurité, pour mettre des nouveaux bus sur les lignes, parce que les Franciliens sont trop mal transportés aujourd'hui. Le pass Navigo à tarif unique aurait favorisé l'augmentation du nombre d'abonnés, mais aurait fait baisser les recettes de vente de billets à l'unité. La mesure, elle, est contestée par l'opposition. Le premier signal de la transition écologique, c'est le coup de bambou sur le pouvoir d'achat des Franciliens qui souhaitent se déplacer, soit pour leur loisir, soit pour aller travailler. Regardez bien, je vous le dis, regardez bien que dans le même temps, on augmente les crédits routiers, c'est-à-dire que les lobbies de la voiture, finalement les promesses de campagne de M. Dupont-Aignan, pourquoi pas de M. Valéran de Saint-Just, qui sont pour le tout automobile, regardons l'avenir dans le rétroviseur, ils en ont rêvé et Valérie Pécresse est en train de le faire sur le dos des Franciliens. Pendant la table ronde organisée par la patronne de la région, des propositions à plus long terme ont été avancées comme la mise en place du forfait adapté ou d'une tarification à la demande en fonction de l'heure ou de la distance. Quel que soit l'endroit, par exemple, avant fin septembre 2015, on habitait toujours plus loin et on payait plus cher pour un service inférieur et de mauvaises conditions de transport. Donc là, il y a quand même une forme d'égalité, d'unité, de solidarité entre l'ensemble des Franciliens, quel que soit l'endroit où on prend le train. C'est un choix de région, c'est un choix de développement.
Valérie Pécresse reste ouverte à un dialogue avec le gouvernement pour trouver le financement des 300 millions d'euros manquants. Et nous ouvrons à présent une page politique dans ce journal. Wilfried Derich nous a rejoint et pour commencer, il sera question de la dernière séance du Conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, et un chiffre pour commencer, 6 heures. C'est la durée de ce Conseil d'hier soir, ça a été long. La séance a été longue, pas uniquement en raison du nombre de points à l'ordre du jour. Les élus des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont réunis dans un climat que vous connaissez. Il est particulièrement tendu. Cela s'est confirmé une nouvelle fois dès les premiers échanges entre majorité et opposition, des échanges qui portaient pourtant uniquement sur le contenu même du règlement intérieur. Alors parmi les dossiers qui ont provoqué de très longs échanges, celui du quartier des Bécanes de la Verrière. Petit rappel, la Verrière porte un projet de 1800 nouveaux logements autour de la gare. Seulement, le maire d'Elancourt, aussi deuxième vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, a jugé publiquement que la ville était déjà en échec sur la mixité sociale, que cela ne ferait qu'empirer. Les communes dites d'opposition, celles de gauche, donc, sont particulièrement en colère. Le cœur du problème, c'est en fait la conception même de l'intercommunalité. Dans quelle mesure une agglomération peut s'impliquer sur l'urbanisme d'une commune? Les avis divergent, mais pour l'instant, le maire d'Elancourt a décidé que Saint-Quentin ne pouvait plus avoir de responsabilité d'aménagement au regard des rapports entretenus entre les élus. Il suspend donc tous les échanges sur cette question. Et ce n'est pas là le seul point de blocage, il était aussi question d'intervention dans la programmation culturelle des salles de spectacle. Le maire d'Elancourt vient récemment de demander la déprogrammation d'un spectacle dans la salle de sa commune, pour le moment gérée par l'agglomération, la salle du Prisme. Il juge que le message porté ne s'adresse pas au plus grand nombre, ne fait pas preuve d'assez de neutralité. Et là encore, les élus de gauche sont offusqués hier soir autour de la conception de la culture, mais aussi sur la question, une nouvelle fois, de l'intervention d'un élu. Petite phrase du maire de Magny-les-Hameaux: Saint-Quentin n'est pas une supracommune qui peut se permettre d'interférer. Alors les élus siégeaient pour la dernière fois avant les vacances. Est-ce que la situation va s'améliorer? Ce sera difficile. 2017 sera marqué par la présidentielle et par les législatives aussi. Les jeux politiques vont se poursuivre, mais qu'on se rassure tout de même. Hier soir, des décisions ont été prises. Saint-Quentin avance. La nouvelle majorité continue d'afficher une volonté de désendettement. L'adhésion au syndicat mixte Autolib Métropole est actée. Bientôt des véhicules en location à disposition au coin des rues, comme à Paris. Et peut-être aussi d'une manière plus anecdotique, les subventions pour les associations sportives, de santé, culturelles ont aussi quasiment toutes fait l'unanimité malgré quelques remarques. Merci Wilfried. Une dernière information politique, elle concerne les législatives justement. Oui, car les Républicains des Yvelines ont d'ores et déjà désigné leurs candidats dans les 12 circonscriptions de notre département. La liste est connue, aucune surprise. Les sortants sont réinvestis. François de Mazières, maire de Versailles dans la première. Pascal Thévenot aussi, fraîchement élu voici 2 mois sur le secteur de Vélizy, après le départ de Valérie Pécresse pour la région. Henri Guénaud, par ailleurs candidat pour la primaire à la présidentielle, brigue également un nouveau mandat de député, tout comme Jean-Frédéric Poisson dans la 10e circonscription. Dans la 11e, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgouze, va tenter de retrouver un poste qu'il avait perdu la dernière fois face à Benoît Hamon. En cas de victoire, il devra, comme d'autres d'ailleurs, choisir, cumul des mandats oblige. En dehors de son poste de maire, il est également conseiller départemental. Et puis vous le voyez, David Douillet, c'est le patron des Républicains dans le département et il se représente dans la 12e circonscription. Ça, c'est pour les Républicains. Et pour le Parti socialiste, il faudra encore attendre un peu. La fédération départementale va lancer les premières consultations le mois prochain, juste avant les vacances. Les militants vont devoir ensuite voter en novembre pour désigner les candidats et les investitures ne seront connues qu'au mois de décembre. On rappelle que le scrutin se déroulera après la présidentielle, donc ce sera en mois de mai, au mois de juin. Le PS va d'ici là chercher à conclure des alliances dès le premier tour pour essayer de conserver ces 2 postes de députés. Les socialistes détiennent 2 sièges aujourd'hui sur les 12 circonscriptions des Yvelines. Merci Wilfried. Nous poursuivons ce journal avec un déplacement du président de la République. François Hollande était à Versailles vendredi. Avant l'hommage aux policiers de Magnanville, il a inauguré le pavillon du Four du château de Versailles. Après un vaste chantier de réaménagement de près de 2 ans et demi, le nouvel espace d'accueil du public se veut plus esthétique et fonctionnel. Retour sur cette visite avec Fanny Bourdillon. Plus clair et plus spacieux, les visiteurs emprunteront désormais le nouveau pavillon du Four pour accéder au château de Versailles. Ce vendredi, François Hollande l'a inauguré et salué cette réussite esthétique. Des espaces qui sont à la fois une réussite esthétique, chacun ici a pu la contempler, et en même temps aussi un exploit fonctionnel, puisqu'il fallait ne rien dénaturer, et en même temps faire en sorte que le public, 6 millions de visiteurs, puisse être encore mieux accueilli. C'est en 2011 que le château de Versailles a confié ses travaux à l'architecte Dominique Perrault. Tout en respectant l'histoire du château,
des matériaux modernes ont été ajoutés au pavillon. Le pavillon du four, c'est un ensemble qui est 18e et 17e. Et l'intervention, évidemment, est une intervention contemporaine, avec la mise en place d'un grand escalier de marbre qui va permettre à l'ensemble des visiteurs de sortir à l'issue de la visite pour aller rejoindre les jardins. Une boutique, un auditorium et des annexes se rajoutent à ce bâtiment de 2700 mètres carrés. Au premier étage, un café-restaurant du chef étoilé Alain Ducasse ouvrira en septembre. Et cette information concernant la commune de Plaisir, hier la ville a inauguré une nouvelle maison des familles. Camille Claudel, c'est la 3e maison des familles de la commune, en plus de celle de la Mosaïque et Flora Tristan. Alors ces structures sont des espaces ressources pour les Plaisirois, des lieux d'échange et de partage entre les habitants de la commune, permettant d'offrir des services mieux adaptés aux besoins repérés au sein des différents quartiers. Parmi leurs différentes missions, les maisons des familles font de l'accompagnement, du soutien à la parentalité, des actions à destination de la petite enfance, de prévention santé, ainsi que différentes animations. Et demain, mercredi 22 juin, à 8h, les soldes d'été recommencent. 6 semaines attendues par les professionnels. Les magasins sont dans les tout derniers préparatifs, étiquetage, sortie des cartons et mise en rayon. Selon une étude de YouGov réalisée pour le site mareduc.com, le panier moyen augmenterait de 55 € cette année par rapport à l'année dernière. Un reportage signé Mélanie Poquet et Fanny Bourdillon. Quelques articles sont encore en réserve. Cette boutique de prêt-à-porter termine ses préparatifs. Elle proposera dès demain 15 000 pièces à la vente. On anticipe quelques semaines à l'avance. On a beaucoup de marchandises qui sont en carton. Donc tout ça, c'est de la préparation, c'est de l'étiquetage en amont pour pouvoir être prêt le jour J. Fin d'après-midi, les employés sont sur le pont pour finaliser la boutique. En période de solde, les effectifs de 8 personnes sont doublés. La mauvaise météo de ces derniers jours n'a pas poussé les Français dans les rayons. Mais dans ce magasin, pas d'inquiétude pour autant. Les gens, quand ils veulent acheter des soldes, s'équiper, ils vont penser à leurs vacances, etc. La météo a l'air, voilà, ce qu'ils annoncent en tout cas a l'air plutôt sympa, donc je pense que les gens vont venir acheter, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup de travail et de manutention, voilà, on a des CDD, donc il faut les former, etc. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on a encore des promos qui sont en cours jusqu'à ce soir. Et il faut leur expliquer comment on fonctionne, l'encaissement, les étiquetages, comment ça marche. L'année dernière, le panier moyen du consommateur était d'environ 245 €. Les bonnes affaires sont possibles jusqu'au 2 août. Il est temps de passer à présent à notre entretien. Ce soir, nous recevons en plateau Mourad Dali, président de l'association culturelle Alif d'Elancourt et également membre de la collecte des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes ici ce soir pour réagir notamment aux attentats de Magnanville. Lundi dernier, donc un couple de fonctionnaires de police, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, ont été assassinés à leur domicile par Larossi Abala, un attentat islamique qui a été revendiqué par Daesh. De nombreuses associations musulmanes ont exprimé leur soutien. Vous-même, donc avec le CM78, le collectif des associations musulmanes des Yvelines et le Conseil institutionnel des musulmans des Yvelines également, le CIMI, vous avez réagi très rapidement. Justement, après cet événement, on a reçu de nombreux communiqués pour exprimer votre soutien. Oui, c'était tout à fait normal, hein. On a réagi avant tout en tant qu'humain. En tant qu'humain et pas seulement en tant que musulman, on a réagi avant tout en tant qu'humain parce que aucun humain ne peut accepter ce qui s'est passé. Donc on avait déjà réagi aux précédents événements qu'il pouvait y avoir par des communiqués. Donc nous avons réagi cette fois-ci par un communiqué. Mais comme je le disais, c'était avant tout en tant qu'humain et aussi en tant que citoyen français. Et c'est plus en soutien aux familles et face à l'horreur de ce qui s'est passé que nous avons réagi. Nous avons réagi aussi en tant que musulmans parce qu'on colle cette étiquette, enfin, soit il y aurait des revendications islamistes. Mais d'une manière générale, nous condamnons tout type de violence, que ce soit en France ou à l'étranger. Toutes ces violences-là sont néfastes et négatives et nous les condamnons haut et fort et sans équivoque. Maintenant, c'est vrai qu'on peut regretter de presque toujours avoir à se justifier, nous, Français musulmans, de ce qu'une personne ou une poignée de personnes peut faire, même si c'est au nom de l'islam.
On ne demande pas à d'autres confessions de se justifier quand un extrémiste parmi eux, comme je crois en Finlande, tue plus de 100 personnes au nom d'une religion. Alors justement, là, il y a quand même une très forte mobilisation. Les associations musulmanes de Mantes-la-Jolie, par exemple, ont organisé une marche pour rendre hommage aux victimes. Vous dites que vous vous sentiez obligé, pourtant on a l'impression que maintenant, voilà, c'est presque un automatisme pour peut-être éviter les amalgames. C'est un automatisme, oui et non, c'est-à-dire que c'est une nature, je dis bien c'est une nature chez l'homme de condamner tout type de violence. Maintenant, ce qui est problématique, malheureusement, dans la société française et de plus en plus, c'est qu'il y a un sentiment que le musulman est toujours présumé coupable. Donc, s'il ne dit rien... C'est votre sentiment, vous, au niveau de vos fidèles? C'est un ressenti qui nous remonte souvent. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Si l'on ne dit rien, on a souvent reproché, par exemple, aux musulmans, à l'époque de la marche suite au 11 janvier, de ne pas être assez présents. Donc, s'ils ne sont pas là, on leur reproche. S'ils réagissent tardivement, il y a suspicion. Et même là, par cette marche qui quand même a mobilisé plusieurs milliers de personnes et qui est la marche la plus importante faite à la suite de ce drame, il y a quand même malheureusement des personnes politiques, donc notamment un député, c'est triste et affligeant de voir cela, qui voit là un doute, il dit sincérité ou duplicité, c'est-à-dire que même quand les musulmans se mobilisent et marchent, comme ils l'ont fait à Mantes-la-Jolie, certaines personnes les considèrent encore comme peut-être pas sincères. Selon vous, il y a une pression? Vous n'avez peut-être marre de devoir vous justifier pour des actes qui ne sont pas de vos ressorts? C'est pas ça, c'est que est-ce que l'on demande ou est-ce que l'on demanderait dans notre inconscient les mêmes choses à d'autres personnes, d'autres confessions en France? Est-ce que si, tout simplement, regardez, cette personne-là a fait un crime horrible avec un couteau de boucher ou un couteau de cuisine. Je suis surpris pas de ce traitement médiatique parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et clairement, il a touché non seulement des personnes qui représentent l'État, qui protègent la population, et ça, on ne peut que condamner fermement et sans équivoque. Une fois cela dit, moi, je suis surpris du traitement médiatique ou du faible traitement médiatique d'événements qui sont passés quasiment inaperçus. Il y a quand même une dizaine de jours, une personne a été arrêtée par les services de secret ukrainiens avec plus de 100 kilos d'explosifs, un armement de guerre plus important que tout ce qui a été perquisitionné depuis l'état d'urgence. Parce que là, c'est un événement qui s'est passé en France, et c'est vrai que sous l'alerte état d'urgence, on peut s'imaginer que des événements comme ça ne seraient peut-être pas arrivés. Est-ce que c'est un contexte qui vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de l'amalgame? Oui, c'est justement des choses qui c'est un contexte qui est inquiétant, bien sûr, parce que pour revenir sur cet événement, c'est vrai que ça ne s'est pas passé en France, mais c'était un Français qui voulait revenir en France, et les services de secret ukrainiens ont clairement dit qu'il envisageait d'attaquer notamment des mosquées, avec un arsenal militaire. Alors il avait peut-être juste comme chose contre lui le fait qu'il ait un t-shirt d'un groupuscule identitaire en France. Mais je pense, et malheureusement, que le traitement médiatique et peut-être même politique de cet événement-là aurait été différent si cette personne-là, qui a été arrêtée par les services secrets ukrainiens, était de confession musulmane et avait un nom à consonance arabo-musulmane. Il y a une injustice selon vous? Écoutez, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a 125 kilos de TNT, des lance-roquettes, des armes de guerre, et qui arrive en France à la veille ou au début de l'euro en plein état d'urgence, ça interpelle quelque peu. La communauté musulmane a quand même réagi. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez un message à diffuser? Est-ce que c'est une crainte que vous ayez d'être tout le temps montré du doigt comme ça? Oui, justement. Le problème, je pense que, bien sûr, cet événement est triste, affligeant. On peut voir encore aussi qu'il y a une recrudescence dans le profil de ces personnes, de personnes qui ont quand même un passé judiciaire assez lourd. Ça reste quand même des profils qui sont récurrents. Et on ne peut pas assimiler les millions de musulmans à cela. Et actuellement, ces personnes-là, souvent, ne fréquentent pas de mosquée, mais maintenant, on met tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que quand un responsable associatif va parler avec un élu, la question même des lieux de culte devient une question sensible, alors que la plupart des personnes commettant ce genre de choses sont des jeunes, sans repère. Et où peuvent-ils apprendre leur religion en dehors d'un lieu de culte décent? C'est Internet qui prend le relais. Il y a deux choses auxquelles on doit tous faire attention en tant que Français, mais premièrement, les médias, pas vous, parce que je tiens à signaler que je vous remercie pour l'invitation, et vous faites un travail remarquable au niveau local, mais il y a certains médias nationaux et certains politiques qui doivent faire attention à ne pas développer deux sentiments. Le sentiment d'injustice chez certains et le sentiment d'impunité. Parce que certains
peuvent banaliser des paroles très lourdes, même des élus, voire des ministres, des paroles clairement islamophobes. Il y a des propos racistes qui se banalisent et ça crée un gouffre dans la société française. Et ce que l'on reproche souvent aux musulmans, ce communautarisme, paradoxalement, on est en train de le nourrir. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, être associé à des initiatives politiques pour justement travailler sur, apporter peut-être des solutions, apporter aussi votre vision sur, on parle souvent de loups solitaires, pour essayer d'encadrer ou peut-être d'aider ces personnes ? Par rapport aux initiatives politiques, il faut rappeler quand même que l'islam est la deuxième religion de France. Elle est malheureusement trop souvent abordée actuellement dans les médias uniquement par le biais et la lucarne des faits divers. Il y a encore plus d'une dizaine d'années, il y avait même des programmes culturels qui s'appelaient les Nuits du Ramadan dans certaines chaînes. Actuellement, pas un mot, ni des plus hauts représentants de l'État, ni du gouvernement, pour souhaiter un Ramadan aux musulmans. Lorsqu'il y a le maire de Londres qui a été élu, on en a fait toute une polémique en France parce qu'il était de confession ou d'origine musulmane. Mais ça n'existe pas dans d'autres pays, cela. Et par rapport à l'initiative politique, je pense que oui, c'est aux politiques de prendre en compte toute la société. Ce n'est pas aux musulmans d'aller chercher les politiques. Et vous, mais si justement on vous sollicitez, vous accepteriez avec plaisir de travailler, peut-être d'apporter un éclairage différent ? Écoutez, pour l'instant, on n'a jamais été sollicité et on a toujours été citoyen. On a fait des communiqués quand on pouvait, on a ouvert nos portes. Au niveau du collectif des associations musulmanes du 78, le CAM 78, on a fait un dîner annuel qui sera renouvelé parce que ça ne vient pas d'une demande, c'est pour nous quelque chose qui va de soi. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Est-ce que vous allez organiser des initiatives au niveau de l'ALIF par rapport au Ramadan ou peut-être une initiative de solidarité bientôt ? Alors moi, en tant que président d'ALIF sur Elancourt, depuis que je suis président maintenant ça fait la deuxième fois, nous organisons toujours un iftar, donc un repas de rupture du jeûne, que nous partageons avec nos concitoyens d'autres confessions, des confessions chrétiennes ou juives, et aussi avec les officiels. Donc la plupart des officiels avec qui nous avons des rapports sont invités, certains pourront venir, d'autres non, mais en tout cas la démarche est toujours une démarche d'ouverture de la part des musulmans vers les non-musulmans en France. Merci Mourad Ali d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout autre sujet, nous passons au sport. À présent, l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt a fêté ce samedi ses 30 ans avec une grande fête au complexe sportif Europe. Les joueurs, le staff et les anciens joueurs se sont retrouvés pour partager leurs souvenirs et leur expérience sur le club. Retour sur cette fête avec Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. 30 ans, ça se fête. Les Templiers d'Elancourt ont passé le cap de la trentaine au complexe sportif Europe avec une grande manifestation. Des petits matchs, des démonstrations de cheerleaders et une exposition photo retraçant l'histoire du club étaient organisées ce samedi en présence du staff, des joueurs et des anciens. Séquence émotion pour les Templiers. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Oui, effectivement que j'ai pris 30 ans puisque j'étais là au premier entraînement des Cormorans qui sont devenus par la suite les Templiers. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une très belle fête aujourd'hui. Voilà, on retrouve les anciens, tout le monde a pris 30 ans, il n'y a pas que moi. Un plaisir de faire partie de cette famille et une envie de relève, envie de prendre le relais et de succéder à nos coachs. Plein de souvenirs, plein d'amitiés, plein de voyages et voilà, des gens que j'ai pas revus depuis 20, 25, voire 30 ans tout début et qui vont arriver les uns après les autres là, au fil de la journée. En 30 ans, le club a évolué. La structure qui a connu 6 présidents et des dizaines de coachs est passée de 45 adhérents à 270 footballeurs américains aujourd'hui. Les Templiers se sont également professionnalisés pour faire partie des meilleures équipes de l'Hexagone. Avant, c'était un jeu, on va dire, on se tapait dessus sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique, physique. Les gars, ils font de la musculation 2-3 fois par semaine. Voilà, on est vraiment dans les standards du football américain tel qu'on peut l'approcher aux États-Unis. On se rapproche de plus en plus. À l'époque, non. À l'époque, on se rentrait dedans avec un ballon au milieu et puis voilà quoi. Prochain objectif pour les 30 prochaines années des Templiers, faire remonter l'équipe 1 en première division et l'installer dans le top 3 des équipes françaises en développant en parallèle la formation des jeunes.
Sport automobile à présent, ce n'était pas les 24 heures du Mans à Maurepas, mais presque. Dimanche 19 juin, le modélisme Maurepas Club organisait sa course annuelle de voitures radiocommandées, une compétition régionale ouverte aux amateurs de petits bolides tout-terrain, thermiques et même électriques. Télécommande en main, les pilotes se sont affrontés toute la journée sur le circuit du modélisme Maurepas Club. Débutants ou confirmés, 72 participants ont fait le déplacement. La matinée était consacrée aux qualifications et l'après-midi aux demi-finales et aux finales des différentes catégories. Les gagnants de la course ont décroché leur ticket pour concourir en Coupe de France, un loisir accessible à tous mais qui demande une technique un peu particulière. On écoute le responsable de la section tout-terrain du modélisme Maurepas Club. La grosse difficulté, c'est qu'on pilote une voiture mais on n'est pas dedans. Quand on est dedans, on sent quand ça glisse, on peut contrebraquer facilement l'adhérence, tout ça. Là, il faut tout anticiper. Le seul avantage, c'est qu'on voit un petit peu ce qui se passe devant, plus facilement ce qui se passe derrière. Quand une voiture, il faut regarder dans les rétroviseurs, c'est des fois plus compliqué. L'objectif, c'est que de se faire plaisir. Quand on commence, on est débutant, il n'y a pas vraiment d'objectif. Je veux dire, l'objectif déjà, c'est de finir, après de se faire plaisir surtout. Voilà, quoi. C'est des petites voitures, mais ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'entretien, beaucoup de temps. Donc voilà, c'est la grosse difficulté d'avoir une voiture qui puisse finir les manches. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et après, beaucoup de passion surtout. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société, objet du débat. Quel remède pour les déserts médicaux? Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite une excellente soirée.